fait 51 ans que je suis à La Réunion. Je suis dans l'eau 2 à 3 fois par semaine. J'en ai jamais vu et je ne souhaite pas en voir d'ailleurs, comme je vous le dis. L'image du jour et l'info du jour. Un grand requin blanc prélevé au bout d'une palangre verticale en baie de Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est une première. À La Réunion, 3,90 m, 350 kg environ. La capture confirme certaines observations et soulève de nouvelles questions sur la crise requin. Les réponses d'un expert sur ce plateau, le docteur Van Greveling, est ce soir notre invité. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Dans les autres titres de l'actualité, ces 140 kilos de viande avariée découverts dans les stands de Florilège. On l'apprend aujourd'hui, lundi, les gendarmes ont débarqué avec les services vétérinaires. Certains contrevenants sont récidivistes. Un abattoir fermé à Alès, dans l'Hexagone. Le maire a pris une mesure radicale après une mesure choc montrant la cruauté envers les animaux. Les élections régionales sur Antenne Réunion. Ce soir, le dossier sur l'utilisation des fonds européens dans la collectivité à la gestion. Et puis à 19h30, un invité, ce sera Aniel Boyer pour son parti Nation Réunion. Du jamais vu, un grand requin blanc à 300 mètres des côtes dans la baie de Saint-Paul. L'animal a été prélevé dans le cadre de Cap Requin 2 et il était, semble-t-il, fatigué. Au bout d'une palangre verticale à 16 mètres de profondeur, il a fallu un certain temps pour confirmer l'espèce. Laura Striano. C'est ici, sur l'une des darses du port ouest, que le requin blanc a été débarqué. Il est depuis entreposé dans une chambre froide. Vers 5h30 ce matin, un pêcheur en mission dans le cadre de Cap Requin 2 capture un requin blanc de près de 4 mètres et de 350 kg dans la baie de Saint-Paul. À sa remontée, l'animal montre des signes de fatigue. Il se trouve près de nos côtes. Pour ces raisons, le comité des pêches a choisi de le tuer malgré son statut d'espèce protégée. Je ne dis pas que nous n'avons pas vu que c'était un requin autre que le requin tigre et le requin bulldog. Je dis que ce requin était en mauvais état, il était agonisant. Et le principe de Cap Requin 2, c'est que dès lors qu'on se retrouve avec une capture qui est agonisante et donc qui ne peut pas être relâchée viable dans le milieu, nous la prélevons. Tout cela ne prend pas le pas, je ne parle pas de prendre le pas, je dis mesure de précaution que nous assumons au sein du comité régional des pêches. Nous avons beaucoup d'affaires de requins blancs qui auraient été observés par des pêcheurs, par des plaisanciers, qui ont été relatés, d'accord, mais nous n'avions jamais eu officiellement cette identification. Selon le comité des pêches, c'est la première fois que cette espèce est formellement identifiée à La Réunion. L'autopsie du requin blanc sera pratiquée demain. Effectivement, c'est la première fois que l'espèce est formellement identifiée à La Réunion. La première réaction ce soir est celle des pêcheurs et plongeurs. Cette capture vient confirmer leurs observations. Mais attention, disent-ils, aux conclusions hâtives. Guillaume Perrault. La capture d'un grand requin blanc, la nouvelle ne passe pas inaperçue. Pour beaucoup d'usagers de la mer, cette pêche est une grande première. Ça fait 51 ans que je suis à La Réunion. Je suis dans l'eau 2 à 3 fois par semaine. J'en ai jamais vu et je ne souhaite pas en voir d'ailleurs, comme je vous le dis. C'est un animal qui est crème. Enfin, il a une approche en surface. Pourtant, il semble que l'animal ait déjà été observé au large de nos côtes. Il y a un mois, un requin a été observé. Si ça se trouve, c'est celui-là. Et il y a des passages, c'est sûr, il y a des passages. Depuis combien de temps vous avez remarqué ça ? Oh, il y a une bonne dizaine d'années. Au port de Saint-Gilles, peu de professionnels de la mer s'expriment face caméra. Le requin est un sujet sensible. Néanmoins, tout le monde s'accorde pour dire qu'il ne faut pas tomber dans la psychose. Il y a des requins qui viennent à la côte comme les requins tigres, on ne sait pas pourquoi. Avant, ils étaient au large sur le Sec-Saint-Paul. Là, on a des requins blancs qui apparaissent qu'on n'avait pratiquement jamais vus. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu en 50 ans. Donc voilà, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Mais si ce type de squale fréquente régulièrement nos côtes, il faudra en aviser. Ça devient grave, parce que c'est des grands prédateurs. Voilà. Donc le poisson, après, si ça prolifère, le poisson, ça va disparaître. Ou bien, je sais pas, peut-être ça va rendre service, ça va détruire un peu les autres requins, peut-être aussi. Voilà, ça peut rendre service aussi, un bien comme un mal. Cet après-midi, l'annonce de cette pêche d'un grand requin blanc en baie de Saint-Paul fait l'effet d'une surprise. Ah yes, bravo. Et c'est un nouvel élément dans la crise requin. Est-elle en train de s'aggraver? L'analyse sur ce plateau du docteur Jerry Van Greveling de l'association Squalidé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le requin blanc est dangereux pour l'homme.
pas de conclusion hâtive, mais évidemment, cette question est sur toutes les lèvres. Cette capture est-elle la première d'une longue série ? Je ne pense pas, ce serait une surprise. Comme vous l'avez dit dans votre intitulé, la présence du requin blanc a été suspectée, fortement suspectée. Elle a été observée à plusieurs reprises. On n'avait jusqu'à présent jamais eu de preuves, d'authentification formelle de cette présence. Maintenant, c'est chose faite. Cela dit, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, comme vous l'avez dit. Ça veut dire qu'il est trop tôt pour parler d'un risque de colonisation ? Absolument. C'est une espèce qui est connue pour être côtière, pour être aussi capable de faire des incursions pélagiques, c'est-à-dire des grands voyages à travers l'océan sur parfois des milliers de kilomètres. Donc ce requin vient peut-être vient probablement de rivages extrêmement éloignés, comme l'Afrique du Sud, les côtes est de l'Afrique, Madagascar, où sa présence est connue depuis maintenant un certain temps, peut-être même l'Australie. Donc il était probablement de passage et il a croisé un engin de pêche. Évidemment, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette pêche d'un requin blanc et la crise requin qui frappe depuis 2011 ? Il y a eu 24 attaques, dont 7 mortelles. On pense à l'attaque atypique de Sarah, justement, dans la baie de Saint-Paul. Je pense que l'implication du requin bulldog, de l'espèce qui a été majoritairement, même exclusivement, quasiment désignée durant la vingtaine d'attaques qu'on a connues ces 5 dernières années, n'est pas remise en cause par cette capture, par cette observation. Ce serait très surprenant. À la fois les victimes qui ont observé les requins qui les ont agressés parfois et les examens médico-légaux que nous avons été amenés ont désigné une seule et même espèce dans l'immense majorité des cas et jamais un requin blanc. Donc, si je comprends ce que vous me dites, nous sommes aujourd'hui face à un spécimen isolé. C'est ce que je comprends dans votre discours. Et quelles conséquences peut avoir cette pêche sur le dispositif Cap Requin 2 ? Alors là, c'est une question qui me dépasse. Je pense qu'il faut aborder aussi la question du statut de cette espèce. C'est une espèce, vous l'avez dit, qui est potentiellement dangereuse, mais qui est aussi protégée. C'est une espèce qui est protégée par plusieurs conventions internationales, dont la France est signataire, qui est protégée par plusieurs États dans le monde, y compris les États où cette espèce a été responsable, en tout cas désignée comme responsable d'un certain nombre d'attaques. Donc il faut aussi se poser la question de la conduite à tenir si effectivement une autre capture de ce type venait à survenir. Est-ce que la bonne mesure serait de jouer la carte de la sécurité en premier et le prélèvement, ou une mesure, disons, plus tournée vers la connaissance scientifique, avec le relâché de l'animal, avec un certain nombre de capteurs, d'émetteurs satellitaires ou acoustiques pour savoir quels sont exactement les déplacements de cet animal, d'où vient-il ? Nous aurons peut-être des réponses grâce aux prélèvements qui seront menés demain lors de la dissection. La génétique peut nous apporter des informations à ce sujet-là, mais parfois un animal vivant peut donner plus d'informations qu'un animal mort et donner aussi des résultats probants en termes de prévention lorsqu'il est relâché, en tout cas lorsque c'est un individu qui n'est pas impliqué dans l'accidentologie locale. Un spécimen, pour l'instant, une dernière question. Est-ce que l'arrivée de l'été austral et le réchauffement des eaux de la Réunion va rendre cette présence peut-être plus propice ? Alors encore une fois, c'est très difficile de répondre puisque, comme vous l'avez dit, c'est une capture excessivement rare, exceptionnelle. Depuis 25 ans, moi je cours, entre guillemets, après la preuve de la présence du requin blanc et je ne l'ai qu'aujourd'hui. Donc en déduire des données ou des informations, des interprétations sur la saisonnalité serait vraiment présomptueux et en tout cas, il est trop tôt pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Voilà, et puis je rappelle que la dissection de l'animal est donc prévue demain. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la capture de ce requin blanc. Merci pour l'ensemble de vos éclairages. On apprend qu'aujourd'hui, 140 kilos de viande avariée ont été trouvés au Florilège. La descente des gendarmes accompagnés des services vétérinaires au tampon a réservé une sacrée surprise. Lundi dernier, une importante quantité de marchandises a été jugée impropre à la consommation. Certains contrevenants sont récidivistes. Ils étaient déjà en infraction à miel vert. Sur place, c'est la consternation. Antoine Forestier. À l'heure du déjeuner, l'annonce de ces 140 kilos de viande avariée saisie dans des snacks de Florilège a du mal à passer auprès des visiteurs. Ça m'inquiète, oui, puisque on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger et c'est quoi qui est dedans. Ah ben c'est clair que ça nous fait peur, hein, c'est sûr. Donc il devrait être plus vigilant là-dessus. Ce n'est pas la première fois que les services vétérinaires et gendarmes constatent ce type d'infraction. Certains n'ont plus confiance. Méfie beaucoup. Moi, je ne veux pas prendre les trucs dans la fête parce que c'est vraiment... C'est pas propre. Il est désolant, mais il est comme ça. Non, moi j'ai confiance à ça et ça
savent très bien qu'est-ce que c'est. Donc maintenant, c'est leur propre conscience, hein, tout simplement. Au total, ce lundi, 19 stands ont été contrôlés. Selon les gendarmes, ce sont des vendeurs de brochettes, de merguez ou encore de kebab qui ont été épinglés. Frédéric a subi ce contrôle. Pour lui, il n'y a pas eu de problème. Quand vous ouvrez, voilà. Là, vous avez le papier, le sarcive, la date et tout, voilà. Il y a beaucoup de snacks qui respectent, mais après, voilà, il y a 2-3, comme j'ai vu dans les informations de ce matin, c'est des récidivistes. Bon, maintenant, c'est aux journalistes de dire c'est qui, ou à l'hygiène de dire c'est qui. Voilà, les gens, là, ils vont connaître. Voilà. Chez vous, il n'y a pas de problème? Non, aucun, pour l'instant. Ça fait 4 fois qu'ils sont passés, et les 4 fois, c'était excellent. Évidemment, tous les commerçants interrogés face caméra ce matin affirment qu'ils n'ont aucun problème de traçabilité. Ici, la viande est bonne, ça va, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Pas de souci. Tout est coupé le matin, tout est frais ici. Oui. Vous faites attention du coup à la traçabilité de la viande? Oui, ce matin passé, il y a les choses, la monde. Pourtant, 15 infractions à la consommation ont été relevées, des stands qui peuvent malgré tout rester ouverts. À Miel-Vert, en début d'année, 140 kilos de viande avaient déjà été saisis par les services vétérinaires. Les restaurateurs peu scrupuleux et récidivistes risquent de lourdes sanctions. Le chiffre du jour, 8 millions de foyers concernés l'an prochain par une baisse d'impôts. Annoncée par François Hollande fin août, elle a été entérinée hier par l'Assemblée nationale. 2 milliards d'euros d'impôts en moins en 2016. Le coup de pouce devrait profiter aux ménages modestes. Et puisque l'on parle des impôts, à rappel, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous acquitter de votre impôt foncier, si vous êtes propriétaire bien sûr. Comme souvent, les files d'aide ont été longues aujourd'hui au centre des impôts. À Saint-Pierre, les contribuables ont dénoncé un manque de moyens, ce que les syndicats n'ont pas contesté. Fabrice Adrien. La foule des grands jours devant l'entrée du centre des impôts de Saint-Pierre. Les contribuables attendent leur tour dans le calme pour pouvoir s'acquitter de leur impôt foncier. Roland patiente depuis des heures. Il est remonté. C'est fatigant. Quand il n'y a plus de bout, comment il fait? Ah, bon, les NAV ou les... Hein? On va dire plus d'employés mettre là. Tous les gens, ils passent là, comme des soirs, en train d'attendre. Ils gagnent plus occupent de ménage pour attendre un petit papier. Roland n'est pas le seul contribuable en colère. D'autres attendent également sous un soleil de plomb. Ils expriment leur ras-le-bol, surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils se déplacent. Depuis lundi, j'ai vu la file, c'est depuis lundi que j'ai fait demi-tour. Bon, mais là, je suis à côté, là, il faut absolument que je le fasse. Le service est quand même pas terrible pour le public, sachant qu'il y en a qui sont debout, il y a des personnes âgées, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Alors, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, toujours autant d'attente. Manque de personnel ou je sais pas trop quoi. Ce manque de personnel, les syndicalistes le dénoncent également, car ceux qui se déplacent jusqu'au centre ne viennent pas uniquement pour la taxe foncière. On n'a pas assez de personnel et on n'a pas assez de bureaux. Parce qu'à la rigueur, le problème, c'est de pouvoir recevoir toutes ces personnes-là au même moment. Et donc, nous sommes ici contraints par 100 personnes à un instant T. Comme vous le voyez, les gens attendent à l'extérieur. C'est une majoration de 10% qui est appliquée si le contribuable ne paye pas dans les délais. Ceux qui ont pu obtenir un ticket ne devraient pas être pénalisés. Les retardataires peuvent tout de même bénéficier de quelques jours supplémentaires s'ils décident de payer par le biais d'Internet. De grandes manœuvres au Port-Est aujourd'hui pour accueillir 2 portiques géants, 1400 tonnes chacun, 46 mètres de haut. Les nouveaux outils arrivent de Chine pour une mise en service prévue en 2016. L'objectif est de rendre le port à Réunion plus compétitif. Laura Striano. Pour bouger ces 2 géants, il va falloir être patient. 46 mètres de hauteur, 1400 tonnes chacun. Les techniciens vont d'abord tirer pendant au moins 2 heures. Ensuite, il faudra les remettre en place. Et là, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Les 2 portiques à quai, le travail est loin d'être terminé. Ensuite, il y a toute la phase d'installation, de réglage, d'adaptation au quai, de raccordement à l'énergie électrique, puisque ce sont des outillages qui marchent à l'énergie électrique. Et les phases de test et d'essai avant mise en service. Leur mise en service définitive est donc prévue pour début 2016. Les 2 portiques sont arrivés par bateau ce mardi en provenance de Chine. Ces nouveaux outils permettront d'accueillir de plus gros navires et donc de traiter plus de containers. Aujourd'hui, la portée en nombre de rangées de conteneurs de largeur des navires est de 15 à 16 rangées de conteneurs sur les portiques actuels. Demain, avec ces portiques, nous pourrons traiter des navires jusqu'à 21 rangées de conteneurs en largeur. Le programme prévoit à terme la présence de 5 portiques sur le quai.
Donc 2 portiques d'ancienne génération devront être démantelés dans le courant de l'année 2016. Prochaine étape du développement portuaire, adapter les terre-pleins et les terminaux aux nouvelles dimensions du port. Un 3e portique arrivera mi-2016, coût total de l'investissement 24 millions d'euros. Il est 19h13 à suivre sur Antenne Réunion. Un scooteriste dans un état grave, collision hier soir avec une voiture à Saint-Denis. Le conducteur du 2 roues roulait sans casque. L'abattoir de la honte en métropole, les images chocs de caméras de surveillance de l'établissement municipal d'Alès. Le maire a décidé de fermer l'établissement. Les élections régionales sur Antenne Réunion. Ce soir, le dossier sur l'utilisation des fonds européens dans la collectivité et la gestion. Et puis à 19h30, un invité, ce sera Agnès Boyer pour son parti Nation Réunion. Aux assises d'abord, première journée du procès en appel de Johnson Perfillon, condamné à 15 ans de réclusion criminelle en première instance pour une bagarre qui a coûté la vie à Jean-Henri von Wascapel. C'était en 2012 dans le quartier de Ruisseau-Blanc, à la Montagne. L'accusé reconnaît avoir porté un coup de couteau, mais c'était, dit-il, pour défendre son beau-fils. Verdict demain. Les enjeux de ce procès en appel avec Laura Château. Johnson Perfillon maintient sa ligne de défense. L'accusé a toujours affirmé ne pas avoir eu l'intention de tuer. « J'ai donné un coup de couteau sec, j'ai voulu faire peur à la victime », avait-il lancé lors de son procès en première instance. Selon son avocat, ce procès en appel est une deuxième chance. Les objectifs sont fixés. D'apporter un éclairage différent sur qui est véritablement M. Perfillon, loin d'être l'agresseur, un bon coup de couteau qu'on a pu voir en mars 2012, mais un bon père de famille, quelqu'un qui s'est adonné à ses obligations familiales et sociales, réduire la sanction qui a été donnée en première instance, étant donné 15 ans de réclusion criminelle, nous semble trop important par rapport à l'enjeu de cette audience d'appel. Quartier de Ruisseau-Blanc, à la Montagne, dans la nuit du 23 mars 2012, devant cette boutique, une violente dispute éclate entre 2 jeunes. Au cœur de l'altercation, une course à scooter sur fond d'alcool. Johnson Perfillon, ivre lui aussi, intervient pour défendre, dit-il, son beau-fils et poignarde au thorax Jean-Henri von Wascapel. La victime décède lors de son transfert à l'hôpital. Pour l'avocat des proches de la victime, l'acte de l'accusé reste inexpliqué. Puisqu'il dit qu'il est venu défendre son beau-fils et qu'au moment où le coup est porté, le beau-fils n'est même plus sur place. Lui-même dit que la victime n'a même pas vu quand le coup a été porté, que personne n'a compris ce qui s'est passé. Il est arrivé par l'arrière et c'est quand il était sur le côté qu'il a porté un coup au niveau de l'abdomen de la victime. Au cours de cette première journée d'audience, les témoins de la bagarre se sont succédés à la barre. Poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Johnson Perfillon encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. La Cour prononcera le verdict demain. Nous l'apprenions en direct dans ce journal hier soir. Mise en examen du gourou présumé de Saint-Louis, lui pour suggestion psychologique, sa compagne pour complicité de ce délit. Un délit peu ordinaire. Tous 2 ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction d'entrer en contact avec leurs victimes. Christopher Lorette. Il est arrivé menotté et encadré des forces de l'ordre hier après-midi au tribunal de Saint-Pierre. Quelques heures après, il en ressort libre après avoir été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. La justice lui a trouvé un logement, un autre pour sa compagne, dans la même situation que lui. Tous 2 vivent donc dans 2 lieux gardés secrets pour des raisons évidentes de sécurité. Leur avocat est satisfait de cette décision et se veut serein quant à la suite de l'enquête. Je ne vois pas en l'état les éléments susceptibles de conclure et en tout cas d'aboutir à la culpabilité de mes clients. Ils sont accusés d'abus frauduleux de personnes, d'abuser de personnes qui seraient sous l'empire d'une suggestion mentale, ce qui est une infraction pénale exceptionnelle qui a fait l'objet à peine d'une trentaine ou d'une quarantaine d'infractions depuis 2001. Les 16 autres femmes, élèves de celui qui affirme pratiquer et enseigner le soufisme, une branche de l'islam, vivent pour le moment toujours dans la maison. 9 sont considérées comme des victimes d'abus de faiblesse et en état de suggestion psychologique. C'est là que l'affaire est sortie au grand jour après la plainte de famille qui voyait le comportement des femmes changer. Si les gens font des choses différentes, ce n'est pas pour autant qu'ils sont des délinquants ou qu'ils font des choses qui sont mauvaises. La différence est parfois difficile à accepter, je le conçois, surtout quand il s'agit de choses aussi sensibles. Et lorsqu'on voit certaines personnes s'éloigner de nous, mais ce n'est pas parce qu'elles s'éloignent de nous
que ces personnes sont sous l'emprise d'une emprise mentale ou d'une suggestion ou de quoi que ce soit de manipulation. L'enquête se poursuit sous la direction de magistrats instructeurs de Saint-Pierre. Les gendarmes de la section de recherche vont poursuivre les auditions des femmes toujours présentes dans cette maison. Un scooteriste gravement blessé à la tête hier soir. Après avoir été percuté par une voiture à la Source, à Saint-Denis, il aurait grillé un feu rouge et roulait à vive allure. A priori, il ne portait pas de casque non plus. Julien Andy. Les secours sont intervenus très rapidement sur l'accident. Vers 19h30 hier soir, en descendant le boulevard Sud, un scooteriste de 22 ans est percuté par un véhicule au croisement de l'hôpital des enfants. D'après les premiers témoins, le jeune homme roulait vite et aurait grillé le feu rouge. Le moto descend. Il a fait le moto a doublé. Qui a battu le tombe noir. Apparemment, il avait grillé la grille de feu rouge. Voilà. Inconscient pendant un court instant, le scooteriste se réveille à l'arrivée des pompiers. On n'a pas procédé au massage cardiaque parce que la personne n'était pas en arrêt. On l'a juste préparée et médicalisée pour qu'elle puisse aller au CHU de Bellepierre. Nous avons un blessé grave, le jeune homme qui était sur le scooter, et une deuxième personne qui est juste en état de choc. La jeune conductrice de 25 ans a elle aussi été transportée à l'hôpital de Bellepierre. D'après nos informations, le scooteriste roulait sans son casque, qu'il tenait pourtant entre ses jambes. Il souffre d'une fracture du fémur et d'une plaie profonde à la tête. Une prise de sang a été effectuée dans la soirée sur le jeune homme pour savoir s'il avait bu de l'alcool ou fait usage de stupéfiants. Dans l'Hexagone, une décision radicale après une vidéo choc. Le maire d'Alès a décidé de fermer l'abattoir municipal après des images des caméras de surveillance. Elles montrent une insoutenable cruauté envers les animaux. Reportage. Filmées en caméra cachée pendant 10 jours au printemps dernier, les images sont révélées par l'association L214 qui les a soumises à un expert vétérinaire. Il y a relevé plusieurs manquements au règlement européen d'abattage des animaux, des actes de cruauté et un danger de contamination par des matières fécales. On y voit des chevaux frappés avec un aiguillon électrique, un étourdissement insuffisant. L'un bouge la tête lors de sa saignée, la patte d'un autre est découpée alors qu'il bouge encore. Des bovins sont saignés à même le sol, pratique interdite. Ils se débattent plusieurs minutes, suspendus à une chaîne. L'abattoir utilise une fosse pour asphyxier les porcs au CO2. Anesthésie là encore insuffisante, les cochons se réveillent lors de la saignée. L'association a déposé plainte avant d'obtenir une première satisfaction. Le maire d'Alès a annoncé la fermeture immédiate à titre conservatoire de l'établissement et une enquête interne sur d'éventuels manquements aux normes d'abattage des animaux. Les sanctions pourraient aller jusqu'à une fermeture définitive du seul abattoir du département, dont sortent chaque année 5000 tonnes de viande. Une petite révolution. Le gouvernement veut supprimer l'avantage fiscal du diesel à partir de l'an prochain. La décision rejoint une proposition de Ségolène Royal la semaine dernière, à savoir rapprocher le prix du gazole et celui de l'essence en 5 ans. Précision. Premiers impactés par la hausse du gazole, les détenteurs de voitures diesel, particuliers ou entreprises. 20 millions d'automobiles diesel sont en circulation en France, c'est 62% du parc. En moyenne, un automobiliste dépense environ 1 000 € de carburant par an. 1 centime supplémentaire lui coûtera 10 €. Est-ce qu'il faut un rééquilibrage des taxes en France? Sans doute. Mais pourquoi ne pas tout simplement abaisser le prix de l'essence au lieu de toujours vouloir taxer davantage les ménages? Les transporteurs, eux, dépensent beaucoup plus. Un semi-remorque de 40 tonnes parcourt en moyenne 90 000 km chaque année. 1 centime d'augmentation lui coûtera 400 € de carburant en plus dès le 1er janvier. Ça représente un surcoût pour l'ensemble du secteur de 80 millions d'euros par an et pour un poids lourd sur un an, 400 €. Alors que le bénéfice que peut rapporter un poids lourd est équivalent à 1 200, 1 500 €. Donc on voit que cette augmentation de la fiscalité sur le diesel est un choc très important pour nos entreprises. Du côté des gagnants, on trouve les propriétaires de voitures essence. Leur facture carburant baissera légèrement. L'excédent de taxes, lui, devrait bénéficier aux plus petits revenus. Le gouvernement souhaite l'utiliser pour réduire la taxe d'habitation pour les foyers les plus modestes et les retraités.
Avant de mettre le cap sur les régionales, 2 images. Les premières d'abord en provenance du volcan où les scientifiques enregistrent une hausse de l'activité depuis 3 jours, hausse du trémor éruptif. Le débit de lave est aussi plus important. Le spectacle est visible depuis le piton de Berre. Attention à bien prendre vos précautions si vous vous rendez sur place. Et puis, les premières images du festival Métis Kizomba à Saint-Denis, premier festival du genre. On vous en parlait hier soir. Les premiers pas aujourd'hui avec ce flash mob organisé Impasse de l'Océan. Dress code, vous le voyez, jean en bas, blanc en haut. Une 50aine de personnes ont répondu présent. La politique et l'outre-mer à l'ordre du jour à Matignon, c'est une première. Autour de Manuel Valls aujourd'hui, une vingtaine de ministres et de secrétaires d'État. Pas d'annonce, sinon pour le Premier ministre, une volonté d'afficher le retour de l'État dans les DOM à travers ses crédits notamment et un budget maintenu à 1,6 milliard. À la sortie, seul Georges-Paul Angevin s'exprime à l'issue de cette réunion. On l'écoute, interrogé par Éric Dupuis. Nous avons des relations avec Bruxelles qui sont parfois délicates parce que ce que fait la France en interne dans les Outre-mer n'est pas toujours bien compris par Bruxelles. Donc nous avons besoin à la fois de nous mettre d'accord avec les ministres du budget ou de l'économie pour arriver à avoir un discours cohérent à l'égard de Bruxelles. Donc, c'était à la fois une revue pour ce qui est en cours, mais c'était aussi un appel à la mobilisation, puisque le Premier ministre a insisté pour rappeler l'importance des Outre-mer pour la nation. On a parlé avec Marisol Touraine des fonds qu'elle consacrait aux constructions d'hôpitaux dans les Outre-mer. On a parlé avec Stéphane Le Foll des questions qui concernent les quotas sucriers, l'utilisation du POSEI dans son ministère. On en vient aux élections régionales sur Antenne Réunion. Conférence de presse de Patrick Le Breton. Aujourd'hui, le candidat à la tête d'une liste Progrès PCR veut guérir la Réunion, je cite, d'un coma circulatoire. La route du littoral ne suffit pas, dit-il. Il faut des solutions à moyen et à long terme pour la région Est et Sud. On l'écoute. Avoir les projets à moyen terme, que sont, et qui devront se dérouler dans ce mandat, qui sont la déviation de Saint-Benoît, la route des Plaines, la rocade du Tampon, qui sont la déviation Altil-Balance de la partie prolongeant la déviation de Grand-Bois, pour permettre, en un certain nombre d'endroits où depuis longtemps on parle de décongestionner tout simplement la circulation, de le faire véritablement parce que le flux de véhicules augmente de manière inconsidérée. Donc ça, c'est le moyen terme. Et puis, pour le très court terme, c'est réparer cette injustice que l'on a, par exemple, entre la ravine Basse-Vallée et l'église Sainte-Anne, où on n'a pas moins de 7 ponts rétrécis avec des radiers sur la route nationale. Je crois qu'on doit tout simplement la dignité aux gens de l'Est. Dossier ce soir sur les crédits européens dont la région est en partie gestionnaire. L'enveloppe d'1 milliard d'euros a été attribuée à la Réunion pour la période 2014-2020. Autant dire que l'Europe va peser dans la campagne comme sur le budget de la région. Voyons comment cette somme est et va être utilisée avec Nicolas Guy. Les comptes de la région représentent 1,2 milliard d'euros cette année. Dans le budget de la collectivité, la part de l'Europe est environ de 20%. Chaque année, l'Europe donne une enveloppe de près de 200 millions d'euros à la pyramide inversée jusqu'en 2020. Ce fonds européen appelé FEDER est destiné à soutenir le développement économique de l'île. Actuellement, 50% de cette somme est destinée à aider les entreprises, favoriser le numérique, la recherche, l'innovation et la transition énergétique, à l'image de ces fermes photovoltaïques. Pour ce type d'opération, l'Europe signe un chèque de 559 millions d'euros. Le FEDER, ce fonds européen, est également utilisé pour la réalisation de grands chantiers comme l'agrandissement de l'aéroport Roland-Garros, l'aménagement du port ou encore la construction de la nouvelle route du littoral qui aujourd'hui est financée à hauteur de 10% par ce fonds européen. Reste 40% de l'enveloppe, soit un peu moins de 400 millions d'euros du budget FEDER à dépenser dans l'éducation, la formation et l'environnement. Cette contribution des 28 pays de l'Union a pour seule vocation de renforcer la compétitivité, l'innovation, mais surtout de créer et de sauvegarder les emplois des Réunionnais. À 19h30, la parole aux candidats déclarés. Ce soir, nous recevons Agnès Boyer. Un
Indépendantiste, anticolonialiste, son parti Nation Réunionnais milite entre autres pour une assemblée unique et la mise en place d'un droit du sang. À La Réunion, Agnel Boyer, bonsoir. Vos convictions sont assez radicales, ni français, ni européens, juste réunionnais. C'est votre slogan depuis que vous faites de la politique. Et dites-nous, quel président serez-vous ? Êtes-vous certain d'ailleurs d'être le premier président réunionnais ? On va lancer le chronomètre. Vous avez 1 minute dans la peau du président de la région. Non, mais déjà, de toute façon, en ce moment, la Réunion va mal. On a un problème, c'est la société qui ne tourne pas. Et c'est pas Agnel Boyer qui dit, ni Nation Réunionnais, il y a 52% de Réunionnais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, les résultats actuellement, toutes les clignotants sont en rouge. Donc, la solution des départementalistes, c'est de déplacer le problème. C'est-à-dire, c'est la mobilité, c'est toujours envoyer le Réunionnais ailleurs, qu'il soit en Europe, au Canada ou en Australie. Mais un pays qui aime sa jeunesse, ben on n'envoie pas, on envoie peut-être pour faire des connaissances, mais ça doit être une plus-value et ça devrait être facilité pour revenir à La Réunion. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc nous, on dit aujourd'hui, par exemple, la mobilité égale déportation. On a vidé notre pays, donc aujourd'hui, toutes les clignotants sont au rouge. On a 60% de chômage de moins de 25 ans à La Réunion. Donc on voit que le système, ça n'avance plus. On est à reculons. Donc, quand il n'y a plus d'avancée... Le temps est écoulé. On a vidé notre pays, c'est ce que vous dites. Vous ne vous sentez pas français et vous ne vous en cachez pas, M. Boyer. Non, on est... De toute façon, c'est une question qui est difficile de dire ça. C'est pas difficile. Pour moi, par exemple, si on va sur l'espèce animale à La Réunion... Vous êtes français, vous vous sentez français, moi, M. non. Boyer ? Moi, je suis réunionnais. Donc, même le français, il connaît, c'est un français. Là, on regarde Morano, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit la France est un pays de race blanche. Et l'Afrique, ça doit être un pays de race noire. Donc, chacun se retrouve là-dedans. Un lion, il va se reconnaître qu'il est lion. La panthère, elle va se reconnaître qu'elle est une panthère. Je vois pas pourquoi on va dire ce soir. Et par exemple, pour moi, alors, la Réunion, c'est un pays de réunionnais. Non, être réunionnais, il faut avoir sa carte d'identité. C'est comme un Français, il a sa carte d'identité. La Réunion est un pays de quelle race, si je vais jusque dans vos propos ? La Réunion n'est-elle pas une terre métissée ? Voilà, on est dans un métissage, mais c'est pas une race blanche. Donc déjà, on voit que la France ne veut pas du Réunionnais. Donc pour citer par exemple une phrase célèbre à La Réunion, Perrault Pradier, un des premiers préfets, a dit que noirs ou blancs, ce sont tous des indigènes. Donc il faut méditer là-dessus. Après, il faut savoir aussi que Valérie Bègue, elle a été candidate à Miss Réunion, Miss France, et elle est belle pour recevoir ce titre. Même la dame en chapeau lui a dit de retourner sur son cocotier. Donc il faut que le Réunionnais, la Réunionnaise sache qu'on ne veut pas de nous. Monsieur Boyer, votre discours ne fait pas beaucoup recette depuis que vous êtes lancé dans la politique. Votre score était à moins d'1% au régional en 2010, ce qui veut dire très concrètement que vous n'avez pas été remboursé de vos frais de campagne. Une question très pratique, avez-vous les moyens financiers, cette fois, de vous relancer dans la bataille ? Non, on n'a jamais eu les finances. Mais c'est une question de cœur. Et quand mon pays est dans la disette et qu'on nous voit nos retraités qui a 220 €... C'est important en termes de crédibilité. Pourrez-vous, là, mener une campagne, M. Boyer ? Ben si, on fait à notre manière. Hein. Le Réunionnais, il fait une campagne à l'américaine, avec un bus, avec des photos, avec des millions. On peut faire des choses avec très peu d'argent. Et un Réunionnais, c'est un peu comme l'Africain. Hein. Nous, on est plus dans le bassin d'Africain. Nous, une banane, on peut la faire en chips. On peut la faire aussi en beignet, on peut la faire en banane flambée, on peut faire beaucoup de choses avec une banane. Vous avez été mis en examen, vous êtes soupçonné de travail dissimulé. Est-ce que vous pensez que ça peut peser dans votre campagne ? Non, mais toujours, à chaque fois que je viens aux élections, il y a toujours Agnel Boyer mise en examen. Mais mise en examen, là, c'est le cas. Ça veut rien dire, madame. Mise en examen. Vous êtes soupçonné de travail dissimulé. Soupçonné, c'est pas être condamné, madame. Et à chaque fois, je suis blanchi. C'est-à-dire aujourd'hui, pareil. Dernièrement, j'étais à une conférence pour un débat sur la préférence régionale. Et on m'a catalogué, on m'a dit, c'est les indépendantistes qui a empêché le débat. Et moi, c'est un non-débat. Et moi, je voulais le débat. Et ça n'a pas lieu. Quand j'ai pris le micro, on m'a hué et on ne voulait pas que je parle. Donc, j'étais comme Monsieur Raison. J'ai pas pu discuter. Et ça, c'est grave. Donc, aujourd'hui, le Réunionnais est frustré. Aujourd'hui, le Réunionnais est dominé. Aujourd'hui, le Réunionnais est invisible dans son pays. Et nous, Nation Réunionnais, le 6 décembre, justement, ce sera si les Réunionnais et les Réunionnaises, à soir, s'ils voient que c'est pas un candidat, qu'il fait de la pommade,
Nous, c'est un candidat entier et plein. On avance dans cette interview, Monsieur Boyer. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais justement, vous avez parlé de la préférence régionale. Vous avez défendu cette identité réunionnaise, c'est ce que vous dites, et vous avez lancé l'idée d'un droit du sang pour faire la différence entre ceux qui sont réunionnais et ceux qui ne le sont pas. On va vous entendre. C'était en 2012. Pour moi, être réunionnais, c'est comme on a dit, le droit de sol et le droit de sang. Nous appliquons le droit de sang actuellement. Demain, la Réunion est libre et indépendante. À ce moment-là, le Réunionnais va décider qui est réunionnais, qui ne sera pas réunionnais. Mais dans l'état actuel, nous sommes un pays colonisé. Aujourd'hui, nous avons décidé que dire que c'est le droit de sang qui applique pour être réunionnais. Monsieur Moyer, vous avez cité Nadine Morano tout à l'heure. Ce droit du sang est-il toujours d'actualité? Y a-t-il sa place dans les élections régionales? Non, mais comme moi dit tout à l'heure, les électeurs aujourd'hui, ils connaissent qui les Réunionnais, qui les Français, qui les Malgaches, qui les Mauriciens. Mais pensez une question qu'ils ne servent à rien. Là, les élections, nous, on a un programme. Nous, il faut ouvrir les portes de la mer, remettre le Réunionnais en activité. C'est-à-dire aujourd'hui, le Réunionnais l'interdit d'aller à la pêche, il interdit de monter dans sa forêt pour prendre des plantes pour guérir à lui. Nous, c'est une société que nous les malades. À La Réunion, on a l'obésité, où on a aussi le cardiovasculaire, où on a le problème d'alcoolologie. La société va mal. On regarde votre projet justement à la loupe. Alors, toutes les propositions ne relèvent pas des compétences de la région. On va le voir, une réforme agraire axée sur le développement de la culture céréalière et le bio, l'ouverture des mers, la création d'une voie ferrée et des ports. Vous préconisez des classes bilingues pour le créole et puis vous promettez une réforme sur le tourisme. Pour financer tout cela, évidemment, il faut des sous, mais comment est-ce que vous comptez faire sans les crédits de la métropole et sans les crédits de l'Europe, tout simplement, Monsieur Boyer? Madame Kalichama, aujourd'hui, tout est basé sur l'artificiel. La France, elle a perdu son triple A, elle n'est plus cotée, elle n'a plus d'argent. Concrètement? Non, mais attendez, madame, elle n'a plus d'argent et aujourd'hui, c'est pas être fonctionnaire. Aujourd'hui, justement, il y a une course pour être fonctionnaire. Ça n'amène rien à un pays. Donc, aujourd'hui, nous, on fait des valeurs marchandes, du commerce marchand. Donc, ouvrir les portes de la mer en faisant des écoles de pêche, en faisant des transformations de poissons, et pas à Maurice comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pêche nos poissons, et c'est les Mauriciens qui héritent la transformation. Donc, on dit halte au pillage de nos eaux, et donc, nous, on veut ouvrir aussi, faire des chalutiers, des pêcheurs réunionnais, pour que le poisson puisse arriver dans les plats à la Réunion. Vous le chiffrez à combien, Monsieur Boyer? Comment? Tout cela est ambitieux, vous le chiffrez à combien? Non, mais là, vous parlez de chiffres, madame. On parle très concrètement, Monsieur Boyer. Avec seulement si on fait... nous, on a un plan anti-gaspillage. Déjà, est-ce que c'est normal qu'un couple de métropolitains, ils arrivent avec 1 euro, ils achètent un catamaran, 573 000 francs? Là, bon, on va fermer la parenthèse. Donc, il y a beaucoup de gaspillage, madame. Seulement anti-gaspillage, on va récupérer des sous pour donner aux Réunionnais. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On dépense. Et aussi, il y a aussi, par exemple, le tourisme. On a fait les îles Vanille. Et ça profite à qui? Ça profite aux Mauriciens. Ils ont 1 million de vacanciers chez eux. Et chez nous, on est en baisse. À quoi ça sert? Donc, à un moment donné, comme moi, je suis à la vieille école, à un moment donné, il faut savoir arrêter quand il y a quelque chose qui va pas. Il faut regarder. Et aujourd'hui, le tourisme va mal à La Réunion. Par exemple, vous gardez la continuité territoriale ou pas? Oui, ça fait bien justement. Moi, j'avais dit ça à une époque d'un journal, que la continuité territoriale à la sauce Didier Robert, c'est promouvoir sa candidature prochainement. Normalement, il se substitue à l'État. Donc, c'est les contribuables qui payent. Et ça, c'est pas normal. Normalement, il devrait être devant aussi des tribunaux administratifs parce qu'il n'a pas le droit de substituer à l'État. Donc, c'est nous qui payons l'argent pour baisser le prix du billet d'avion. Cette réforme agraire que vous préconisez, est-ce que vous avez conscience que c'est une compétence du département et pas de la région? Non, mais nous, justement, en France, justement, ils ont changé le système là. Ils vont faire l'assemblée unique pour que les compétences soient redistribuées. Donc, normalement, là, ils vont... ne prévoit pas que l'agriculture devienne une compétence un président de la région. On peut changer la donne. Justement, c'est un doublon, ça. Ils vont supprimer le conseil général. Il y aura seulement, madame, il y aura seulement une région. Et donc là, on pourra faire des lois pays et on pourra changer même ça. L'eau. Ça, c'est la décentralisation. C'est pas une évolution des statuts, monsieur Boyer. Par exemple, aujourd'hui, même en France, j'ai vu ça, que il y a des mairies, ils n'ont plus les moyens de payer les fermiers pour l'adduction de l'eau. Donc, il revient en régie. Et nous, justement, on a un gros attraction là-dessus, c'est-à-dire comme ça, l'eau est à nous,
Et nous, on va diminuer, quand on voit par exemple une facture à 2000 € chez Saint-Joseph, on dit c'est pas normal. Aujourd'hui, l'eau doit revenir en régie et c'est nous qui devons contrôler la distribution de l'eau. Et là, c'est par exemple c'est d'autres fermiers et c'est là justement le Réunionnais qu'il a des gros problèmes, il n'arrive pas à payer sa facture. Des questions pour mieux vous connaître, Monsieur Boyer. On arrive à la dernière partie de cette discussion. Des questions qui se répondent par oui ou par non. Curiosité ou pas, est-ce que vous chantez la Marseillaise, Monsieur Boyer? Non, mais je ne vois pas la préoccupation des Réunionnaises aujourd'hui. On arrive sur la dernière partie de cette interview. Oui, donc moi, je trouve ça un peu bête, moi, la question oui, non. Là, c'est une question, franchement, par exemple, si on ne commente pas... Est-ce que vous chantez la Marseillaise? Tout simplement, c'est une question qui appelle une réponse très simple. C'est un oui ou c'est un non. Je n'ai pas compris votre question. Là. Alors, est-ce que vous chantez la Marseillaise, Monsieur Boyer? Non, c'est une Marseillaise, en fin de compte, c'est aux armes citoyens. Je pense que nous, actuellement, La Réunion, c'est un pays doux et on n'a pas besoin de slogans comme ça. La Réunion inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce que vous êtes fier, content? C'est une aberration. Le Réunionnais a perdu 40-50% de ses terres. Donc quand on perd quelque chose, on ne peut pas applaudir qu'on a perdu 40% de ses terres. Mais c'est une reconnaissance mondiale de La Réunion. Ça ne vous fait pas plaisir? Le crime profite à qui? C'est toujours des métropolitains qui sont dedans. Ça ne vous fait pas plaisir, donc c'est un non. Ça ne vous fait pas plaisir. Le Maloya inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est une perte ou c'est un gain pour La Réunion, Monsieur Boyer? Non, c'est du folklore. Parce qu'on a toujours interdit le Maloya. Moi-même, le mire, Monsieur C.S. Namalé, il a été en prison parce qu'il a chanté le Maloya à Saint-Gilles. C'est pas très loin, en 81. Donc, maintenant, quand c'est inscrit à l'UNESCO, on nous met en prison parce qu'on chante ça. Et aujourd'hui, s'inscrit à l'UNESCO, il y a un non-sens. Vous avez cité l'un des premiers préfets de la Réunion tout à l'heure. Je vais vous citer Nelson Mandela qui a dit « Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, le pardon, pour l'instant, on ne peut pas aborder le sujet. Donc ça veut dire que c'est un modèle que vous, aujourd'hui, vous ne pourriez pas adhérer? Non, c'est un sujet qu'il faut développer, il faut parler, mais comme on n'hésite pas, on veut exister. Le Réunionnais, il a un problème psychologique. C'est un non. On a eu l'esclavagisme à La Réunion, on a eu la colonisation, on a eu le néocolonialisme, et aujourd'hui le Réunionnais est invisible. C'est un non. C'est un non. On arrive au terme de cette discussion. Merci d'être venu sur ce plateau. L'info météo pour être complet. Demain, une très belle journée, nous dit Aurélie Béton. À Salazie, un grand soleil et 12 degrés pour démarrer la journée. Bulletin complet après ce journal. L'actu à retenir, une première à La Réunion, un grand requin blanc prélevé dans le cadre de Cap Requin 2, 3,90 m, 350 kg environ. Le squale était au bout d'une palangre verticale en baie de Saint-Paul. Les pêcheurs ne sont pas surpris. Ces 140 kg de viande avariée découverts dans les stands de Florilège. On l'apprend aujourd'hui, lundi, les gendarmes ont débarqué avec les services vétérinaires. Certains contrevenants sont récidivistes. Sur votre ordinateur et votre smartphone, de votre attention après la météo. KLB et Christophe Bégère en direct des Florilèges. L'info revient un peu plus tard dans la soirée avec Info Soirée. Demain, Sabrina Supervielle et Laura Château pour vous informer. Excellente soirée, très bon week-end. Je vous retrouve avec plaisir lundi à 19h. Sur votre ordinateur et votre smartphone, l'info, partout, tout le temps, c'est sur l'info.re.